Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, ils nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Lisa Tietjembou, fondatrice et directrice de La Fabrique, un incubateur entièrement dédié à la co-construction d'entreprises sociales et responsables au Burkina Faso. Pour moi, ce qui m'importe en premier, ce qui est vraiment essentiel, c'est qui tu es. Qui tu es et ce que tu veux en faire et à quel stade de maturité tu en es sur ce développement-là. Ce qui va sortir, en fait, ce sera forcément positif. Et tu peux démarrer une discussion en partant sur un projet. Et en fait, tu te rendras compte 2 ans après que ce projet, il a largement évolué et il s'est transformé 10 fois. Par contre, toi, tu t'es pas transformé. Dans cette première partie, Lisa nous parle de son parcours, de La Fabrique bien entendu, et de ses critères de sélection, tout comme du Burkina Faso. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans Demain est durable, j'accueille Lisa Tietjembou. Bonjour Lisa, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je suis bien contente d'être avec toi ce matin. Très content également que tu sois avec moi. Donc j'accueille Lisa qui est bien entendu à Ouagadougou en ce moment, donc à distance comme vous pouvez l'imaginer. Je vais te proposer dans un premier temps de te présenter, de comprendre un peu tes différentes expériences avant de se concentrer un peu plus sur La Fabrique. Alors du coup, moi je m'appelle Lisa, j'ai 33 ans, je vis au Burkina où j'ai créé La Fabrique, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Pour présenter un petit peu mon parcours, je viens de Toulouse et j'ai suivi, je dirais, un cursus assez classique. J'ai fait une école de commerce à côté de Paris. J'étais à l'ESSEC en fait, et où je suis rentrée en école de commerce en me disant que c'est un endroit où j'allais pouvoir apprendre à être entrepreneur. En fait, c'était un peu ça que j'avais en tête, parce que je suis entrepreneur, je dirais, de père en fille depuis plusieurs générations, et je me disais qu'en allant en école de commerce, en fait, j'allais pouvoir faire ça autrement qu'au feeling. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'on allait plutôt m'orienter pour devenir responsable marketing ou DAF dans je ne sais quelle boîte, ce qui correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai quand même eu la chance d'être à l'ESSEC, où il y avait la chaire entrepreneuriat social que j'ai découvert en cours de cursus, parce que je me suis orientée assez naturellement, je sais plus, en 3e année, je crois. Et où là, du coup, je me suis sentie beaucoup plus à ma place, et avec des sujets, des thématiques qui m'intéressaient beaucoup plus, des gens autour de moi avec qui j'étais très alignée, et du coup, je me suis orientée dans cette voie-là qui me paraissait tout à fait naturelle. Donc voilà, et ensuite, j'ai fait des stages plutôt dans des petites boîtes et dans des startups ou avec des entrepreneurs. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille avec des entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Enfin, des entrepreneurs. Et directement dans l'entrepreneuriat social, du coup, tes premières expériences ? Oui, toujours en fait. Même si je mettais pas ce mot-là au début, toutes les startups vers lesquelles j'allais, c'était des entreprises à impact en fait. La seule entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui n'était pas une entreprise à impact et qui m'a résolument convaincue que je ne pouvais pas travailler dans une entreprise dite classique, c'était la junior entreprise de l'ESSEC, où j'ai travaillé pendant 2 ans et c'était super, c'était vraiment une super expérience. Mais 2 ans, c'était suffisant. Et après ça, je me suis dit que moi, ma place était vraiment à côté d'acteurs du changement et dans des entreprises à impact. Je ne me voyais pas ailleurs. Donc ensuite, par la suite, ça c'est du coup à Paris.
Quand est-ce que tu as été du coup au Burkina Faso? Alors, après avoir fini mon école, je suis partie. En fait, je suis partie travailler en Belgique pendant un an, et puis je suis revenue à l'ESSEC, en fait, en étant embauchée par l'école pour coordonner une compétition internationale de création d'entreprises sociales portée par des étudiants et jeunes diplômés. Donc, disons que je suis revenue à l'école, mais de l'autre côté. Et là, en fait, je couvrais toute la zone francophone avec mon équipe. Et donc, notre mission, c'était d'aller dénicher des étudiants ou jeunes diplômés entrepreneurs sociaux partout dans la zone francophone, donc Canada, Europe et Afrique francophone. Et du coup, c'est comme ça que je me suis un petit peu intéressée à ce qui se passait sur le continent africain en termes d'entrepreneuriat social. Et un de nos partenaires, en fait, c'était les écoles, évidemment, les écoles, l'université et tout ça. Et un de mes partenaires, c'était le 2IE, qui est une école d'ingénieurs qui est basée à Ouaga, et qui envoyait de super projets d'entreprise sociale. Et donc, en fait, d'ailleurs, le projet qui finissait toujours très loin dans la compétition. Et du coup, il y a un de ces projets qui m'a vraiment plu, euh, avec qui on est allé assez loin, et puis l'entrepreneur était trop chouette. Il est toujours trop chouette d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai fini ma mission pour les SEC, je lui ai proposé de venir en fait travailler pour lui, pour développer sa boîte à Et Ouaga. ça, c'était en quelle année? 2012. 2012. Donc je lui propose de venir avec lui pour monter sa boîte. Sa boîte, c'était une entreprise qui avait pour ambition de transformer les insectes comestibles en solution de lutte contre la malnutrition. Donc il transformait à la base c'était les chenilles de karité, et donc des chenilles qui évoluent sur l'arbre de karité, pardon. Et il voulait transformer ça, comme c'est extrêmement protéiné, riche en fer, en oméga, etc., en solution alimentaire pour les enfants à risque de malnutrition. Ok. Et du coup, le projet me parlait beaucoup, mais surtout l'entrepreneur me parlait beaucoup. Il y avait une super, il y avait vraiment une super vision, et il portait ça, il était vraiment habité par son projet. Et donc, je lui ai proposé de venir 6 mois avec lui. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai un peu de temps avant de trouver un boulot. Je te propose de venir travailler là-dessus avec toi pendant 6 mois pour monter des choses. Et finalement, ça s'est passé autrement. Parce que j'ai échangé avec la coordinatrice de l'incubateur de l'école, qui était du coup mon contact, mon point focal dans l'école à l'époque, qui m'a dit, écoute, il est encore étudiant, c'est un peu tôt. Si tu viens exclusivement pour bosser avec lui, je pense que tu vas un peu t'ennuyer parce que la journée est en cours et que ça avance pas aussi vite que s'il avait du temps en fait. Par contre, je te propose de venir bosser à l'incubateur de l'école parce que il y a beaucoup de projets, on a beaucoup de travail, tout ça, ça se structure, et j'aurais bien besoin de quelqu'un pour bosser avec moi et monter ça en binôme. Et donc voilà, donc j'ai dit oui. J'ai pas trop réfléchi, j'avoue, ça me paraissait super. Et donc je suis passée d'un plan où je devais partir bénévolement sur 6 mois d'appui à un entrepreneur social à tu pars en CDI pour bosser au 2IE et tu sais pas quand tu reviendras. Tes premiers mois au sein de l'incubateur de cette école d'ingénieurs, comment est-ce que ça s'est passé? Euh, C'était hyper intense, c'était extrêmement riche. Je m'en rappelle avec beaucoup de nostalgie parce que c'était il y a un moment maintenant quand même, parce que je suis arrivée là-bas fin 2012. Je dirais que c'était très intense parce que il y a effectivement le fait d'arriver dans un nouveau boulot. Et puis j'étais assez jeune, hein, donc arriver dans ce nouveau boulot avec plein de nouveaux challenges, etc. Et puis arriver dans un pays que je connais pas du tout, euh, dans un environnement que je maîtrise pas du tout. Donc je dirais qu'il y avait les deux à gérer en même temps. Sur le point de vue de l'intégration, je dirais culturelle, moi j'ai trouvé ça génial en fait. Hein. J'ai trouvé ça génial d'être dans un environnement que tu maîtrises pas. C'est parfois hyper inconfortable, mais je dirais qu'en ayant une posture
d'écoute et avec beaucoup de patience et d'acceptation en fait de l'inconnu, c'est super intéressant. J'ai beaucoup appris, j'avais l'impression de tout réapprendre en fait. Que tout ce que je connaissais déjà, en fait, ça n'avait aucun sens ici au Burkina, que il y avait pas que tous les réflexes que j'avais habituellement, ils fonctionnaient pas et que je devais réapprendre à marcher en fait. Okay. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, c'est tout bête, hein, mais tu t'adresses pas de la même manière aux gens ici. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le salues pas de la même manière. Tu lui poses pas les mêmes questions au démarrage. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu noues une relation, je dirais d'amitié, ça prend pas le même temps. Il y a une pudeur qui est pas la même qu'en France. Il y a un rapport à l'humour qui est complètement différent aussi. Donc en fait, en termes de relationnel, tu ne lis pas des relations de la même manière qu'un Français avec un autre Français. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis après, de manière très pratico-pratique, la manière de se déplacer, il n'y a pas de transport en commun, il faut rouler sur une moto parce que tout le monde prend une moto ici. Il y a pas de, il fait chaud, il fait très chaud. Tu es dans un environnement où tu as des coupures de courant, des coupures d'eau, et en même temps la vie continue, ça ne s'arrête pas, t'as pas internet. Tout ça fait que ça diffère. En revenant sur l'expérience, cette première expérience au Burkina Faso, quel type d'entrepreneur tu as accompagné au sein de l'école d'ingénieur? Quand je suis arrivée, j'accompagnais. Alors mon boulot c'était d'accompagner les étudiants de l'école et les anciens diplômés qui voulaient développer leur entreprise. Donc j'étais sur un public d'ingénieurs, essentiellement des garçons. Ça c'est important parce que j'avais une grande partie de ma mission qui était aussi de l'enseignement. Et du coup, quand tu as 26 ans, que tu es une fille, que tu es blanche et que tu te retrouves devant un amphi de 200 personnes, essentiellement des mecs ingénieurs, c'est assez impressionnant. Donc voilà, des jeunes, des ingénieurs, des garçons et des gens qui avaient tous des projets en fait d'entreprise sociale, mais qui mettaient pas forcément ces mots-là dessus. Parce que la particularité de cette école, c'était que elle formait au métier de la croissance verte. Donc c'était eau et assainissement, énergie, environnement, BTP, mais toujours dans une logique de croissance verte et durable. Et donc, de ce fait, toutes les entreprises qui sortaient de la tête des étudiants, elles étaient à 99% des entreprises à impact. Et en termes d'expérience là-bas, qu'est-ce qui t'a fait quitter ce job à la création de la fabrique? Alors, j'ai travaillé 2 ans dans cette école. C'était vraiment une super expérience parce que déjà ça m'a permis de découvrir le pays, de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs différents. C'était une école qui était très internationale. Il y avait une trentaine de nationalités différentes dans l'école. Donc j'ai eu l'impression de faire un tour d'Afrique en 2 ans sans bouger de Ouaga. Et puis du coup j'ai pu aussi voir comment est-ce que moi j'avais envie de travailler avec les entrepreneurs, parce que ça faisait un certain temps que je le faisais, parce que depuis que j'étais étudiante à l'ESSEC, en fait, j'ai toujours bossé avec des entrepreneurs sociaux d'une manière ou d'une autre à côté de mes études, etc. Et là, en fait, pendant 2 ans, j'ai eu la liberté de structurer l'incubateur. On était 2, donc on l'a fait vraiment comme on voulait, et d'apprendre là-dessus et de le faire avec les entrepreneurs. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert moi dans ces 2 années-là, c'est que ce qui me plaisait moi, c'était de faire avec les entrepreneurs. C'était pas de les conseiller, c'était pas d'être leur mentor, c'était pas de relire leur business plan. Tout ça, en fait, je trouvais ça assez peu intéressant. Et surtout, ça me mettait dans une posture qui me plaisait pas. Une posture où en gros, j'étais l'enseignant et en face, j'avais des apprenants. Sauf qu'en fait, quand il s'agit de créer des entreprises, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'apprenants en fait. Il n'y a que des gens qui s'engagent et il n'y a que des gens qui travaillent. Donc, du coup, cette posture-là, moi, elle m'allait pas trop. Et au bout de 2 ans, j'ai eu envie de créer un cadre qui soit un peu différent. Et j'ai eu envie de créer une organisation qui permette de travailler différemment.
où on allait pouvoir construire ensemble des entreprises sociales. Ce qui était du coup en termes de méthode complètement différent. Après à ce moment-là dans l'école il y a eu pas mal de changements et de réorientation sur la stratégie de l'école qui ont été un peu le prétexte, je dirais aussi, pour passer à l'étape suivante, qui était la création de la fabrique, du coup, fin 2014. Sur le début de la fabrique, du coup, tu démarres seul cette expérience? Je dirais oui et non, parce que officiellement je démarre seule, mais en fait on démarre à 4, puisque je pars avec 3 entrepreneurs sociaux. Donc moi je dirais plutôt qu'on était 4, parce que du coup on décide de... Voilà, je leur dis je vais lancer la fabrique, voilà ce que je compte y faire, est-ce que ça t'intéresse qu'on développe ton projet, ton entreprise dans ce cadre-là. Et du coup en fait on va développer la fabrique ensemble. Donc tout ça se fait de manière hyper collective, donc on était 4. Ces 3 entrepreneurs sociaux que tu as pris avec toi sous ton aile, on va dire, pour créer la fabrique. Tu te focalisais sur le personnage, sur l'entrepreneur en tant que tel, ou sur le sujet qu'il pouvait porter? Alors ça c'était le cas en 2014 et c'est toujours le cas aujourd'hui, avant tout sur la personne. Avant tout sur la personne parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est d'accompagner des gens. C'est d'accompagner des gens et de révéler des potentiels. C'est vraiment ça moi, qui m'intéresse. C'est d'aller chercher, je dirais, au fond, tout ce qu'on a de meilleur en fait, et de créer le cadre et le contexte qui te permet de faire sortir tout ça et d'en faire de très belles choses. Donc, pour moi, ce qui m'importe en premier, ce qui est vraiment essentiel, c'est qui tu es et ce que tu veux en faire et à quel stade de maturité t'en es sur ce développement-là. Ce qui va sortir, en fait, ce sera forcément positif. Et tu peux démarrer une discussion en partant sur un projet. Et en fait, tu te rendras compte 2 ans après que ce projet, il a largement évolué et il s'est transformé 10 fois. Par contre, toi, tu t'es pas transformé. Donc, c'est plutôt des profils de personnes que je cherchais et qu'on cherche toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et ces 3 entrepreneurs, tu les accompagnes encore au sein de la fabrique? Alors sur les trois, il y en a un qui était sur les 3 entrepreneurs, il y en a un qui était camerounais et qui est rentré au Cameroun pour des raisons familiales. Donc, malheureusement, on travaille plus ensemble. Et les 2 autres, oui, les 2 autres sont toujours appuyés par la fabrique. On travaille toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. Le premier, c'est celui justement pour lequel je suis venue au Burkina, qui travaille sur son projet de valorisation des insectes. Et le deuxième, il travaille aussi sur les insectes d'ailleurs, mais d'une autre manière. Il a développé des produits d'hygiène anti-moustiques pour lutter contre le palu en fait. Donc, ils sont 2 là, ils ont lancé une pommade anti-moustique. Parce qu'ici au Burkina, c'est le pays du beurre de karité. Donc on pommade les enfants des pommades de beurre de karité tous les soirs. Et du coup le pari, je dirais, c'est d'insérer dans ce beurre de karité, dans ces pommades, des agents anti-moustiques qui vont permettre de repousser les vecteurs du palu, les moustiques, pendant 5 à 6 heures pour limiter l'incidence de cette maladie-là. Sur la fabrique en tant que telle, est-ce que tu peux nous partager des critères un peu de sélection? Alors, il y a 3 critères. Le premier, c'est l'ambition d'impact. Il faut que les projets et entreprises qu'on accompagne placent au cœur de leur ambition et de leur modèle l'impact social et l'objectif d'impact. C'est-à-dire que il faut que il faut que toutes les décisions d'entreprise soient, je dirais, mues par ce sujet-là. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de marginal à côté. On fait comme une stratégie RSE ou quelque chose comme ça. Le premier critère, c'est l'impact. Il faut que l'impact soit potentiellement fort et qu'il soit au cœur de la démarche entrepreneuriale. Deuxième critère, c'est le modèle économique. On accompagne des organisations. Donc, je ne vais pas dire des entreprises parce que ça peut aussi être des associations. Enfin, ça peut être tout type de
statut. On accompagne des organisations qui doivent s'autosuffire. Et du coup, on ne va pas appuyer d'organisations qui dépendent, dont la survie dépend de subventions, par exemple. Et ça, c'est important dans un pays comme le Burkina, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième critère. Même si le modèle économique n'est pas aujourd'hui viable, il faut qu'il soit pensé pour le devenir. Et troisième critère, c'est le profil de la personne. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est savoir un peu qui on a en face. Donc de manière très pratico-pratique, c'est est-ce que la personne est disponible, est-ce que la personne fait 14 choses en même temps, ou est-ce qu'elle est vraiment focus sur son projet de création d'entreprise sociale, est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est engagé à 100% dans le développement et le succès de son entreprise, est-ce qu'on a quelqu'un qui sait où il va, est-ce qu'on a quelqu'un qui est suffisamment compétent pour développer sa boîte, ou est-ce qu'en tout cas il est entouré de personnes suffisamment compétentes, et est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, parce que la manière dont on travaille avec les entrepreneurs, c'est très intense, ça prend beaucoup de temps, on y consacre beaucoup de temps et d'énergie, il faut qu'on ait envie de travailler ensemble. Merci pour ce retour, Lisa. Tu parlais juste avant de subventions sur le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des subventions justement pour se lancer au Burkina? Alors sur les subventions, c'est un très vaste sujet. Le Burkina, c'est un pays en développement, ça, je pense que je t'apprends rien. Et du coup, c'est un pays dans lequel les aides au développement ont une place hyper importante depuis des dizaines d'années. Donc, c'est un pays, je dirais, qui vit en partie de subventions et d'aide internationale. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques, notamment associatifs, qui se développent et qui évoluent grâce à ces subventions-là. C'est différent de l'entrepreneuriat, très différent de l'entrepreneuriat, où on est justement dans une logique où on cherche des modèles économiques qui soient rentables et qui ne dépendent pas de ces subventions-là. Ça a l'air de rien, mais c'est un vrai changement de paradigme dans un pays comme le Burkina. Parce que jusqu'à présent, en fait, il y a énormément d'organisations qui n'envisageaient pas de vivre, je dirais, autrement que par subvention. Donc là, on a en face de nous, je dirais, une génération d'entrepreneurs qui décident de s'affranchir de ces logiques de développement-là, qui décident d'essayer autre chose, d'autres modèles, en prenant d'autres risques. Et en face, il y a peu d'aide. Il y a très peu d'aide. Il y a très peu d'appui, je dirais, financier ou de mécanismes qui répondent aux besoins de ces personnes-là. Je dirais autant du point de vue étatique. Il y a des fonds qui existent, si tu veux, mais il y a des fonds qui existent pour appuyer les micro-entrepreneurs. Ça il y en a. Donc les personnes qui sont dans l'informel et qui veulent se formaliser, ça il y en a. Par contre, pour appuyer des entrepreneurs innovants ou des entrepreneurs à impact, encore pire, il n'y a pas grand-chose. Sur les différentes entreprises que tu peux accompagner toi de ton côté, est-ce qu'il y a il y a des domaines qui ressortent plus que d'autres? Alors, on n'a pas comme je disais tout à l'heure, sur les critères pour intégrer la fabrique, on n'a pas de critères sur le secteur d'activité. Donc, parce qu'on n'a pas envie d'orienter, en fait, les choses. Et je trouve que les profils d'entrepreneurs qui viennent à nous sont assez révélateurs des dynamiques sociales, économiques et environnementales, du pays, en fait. C'est toujours très, très révélateur. Donc on a vraiment des entrepreneurs qui évoluent dans tous les secteurs. Comment le Burkina Faso est impacté par le réchauffement climatique? Alors c'est un sujet qui est abordé de différentes manières ici. Je dirais que le changement climatique, on le subit de plein fouet. On est dans une zone climatique qui laisse peu de place au doute, dans le sens où on a des saisons qui sont très marquées au Burkina, avec des saisons très chaudes une saison très chaude et très sèche,
une saison des pluies très intense aussi, et une saison qui est plus fraîche en fin d'année. Donc on a, si tu veux, l'année est rythmée par des saisons qui sont très franches. Et en fait, ça fait 8 ans que je suis ici et on voit que ces saisons elles bougent et que on est tous les ans surpris de pics de chaleur qui arrivent quand ça devrait pas, la saison des pluies qui commence plus tôt, qui commence plus tard. Tout ça, ça se chamboule. Et comme on a des variations de température qui sont très fortes et que on n'est pas sur des climats tempérés, ça se ressent beaucoup. Donc là, moi, je te parle de mon point de vue qui est un point de vue simplement de confort et qui n'est pas très intéressant. Là où ça a de l'impact, c'est quand ces changements climatiques-là viennent avoir de l'effet sur 75% de la population, c'est-à-dire les personnes qui vivent en milieu rural et qui vivent de l'agriculture, et dont l'activité économique est largement dépendante des conditions climatiques. Parce qu'une saison des pluies qui arrive un mois trop tôt, c'est une campagne agricole qui est foutue en l'air. Si l'agriculteur n'a pas anticipé cette variation climatique-là. Et ça, du coup, c'est des conséquences catastrophiques sur, je dirais déjà sur le fait qu'on ait des ressources et des denrées alimentaires disponibles, et sur les conditions de vie de toute cette partie de la population. Parce qu'économiquement, du coup, c'est des campagnes entières qui sont mises à mal. Et on est sur des populations qui n'ont pas d'épargne, qui dépendent largement de ces revenus-là. Donc, je dirais que le changement climatique, il se subit, oui, au quotidien, et il est bien là. Il est bien là, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu vois des solutions qui émergent au Burkina Faso ? Ah bah oui, heureusement. Heureusement, en fait, on est dans des contextes, dans des pays en développement comme le Burkina, où si tu ne trouves pas de solution, en fait, tu disparais. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et c'est pour ça que le mot de résilience est à la mode ces dernières années. Après, si tu veux, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que ça nous impacte de différentes manières, le changement climatique, et ça résonne de différentes manières au Burkina. Parce que là, je t'ai abordé le sujet du point de vue du problème, mais en fait, il y a autre chose au Burkina qui est assez fort. Il y a une conscience écologique quand même qui est là, qui se manifeste pas du tout de la même manière qu'en Europe. On trie pas ses déchets, ça n'existe pas. Par contre, il y a un attachement à la terre qui est très fort. Il y a un respect de la terre qui est très fort. Et je pense que c'est pas pour rien que, je crois que c'était en 2018, que le prix Nobel alternatif a été décerné à un Burkinabé, Yacouba Sawadogo, qui est quelqu'un qui vit dans le nord du pays et qui a été reconnu comme l'homme qui fait reculer le désert. C'est un très vieux, qui plante des arbres en fait. Donc là, je résume de manière très caricaturale ce qu'il fait parce qu'il fait énormément de choses. Qui plante des arbres, qui sensibilise, qui travaille autour du respect de la terre, de la régénération des sols, etc. Dans des zones qui sont extrêmement sèches pour faire reculer le désert. Parce qu'il voit bien depuis, je ne sais pas quel âge il a, mais depuis des décennies que le désert avance et qu'il faut absolument faire quelque chose contre ça. Parce que c'est dangereux pour l'ensemble de la biodiversité, nous inclus. Et ça, c'est pas pour rien, à mon avis, que c'est un Burkinabé, en fait, ça m'étonne pas. Donc voilà, il y a cet attachement à la terre qui est très fort, il y a cette conscience écologique, humaniste qui est là et qui fait qu'on trouve des solutions tous les jours. Tous les jours. Dans les entrepreneurs qu'on accompagne, nous, ils sont pas tous orientés, je dirais, avec un focus sur l'environnement, mais certains oui. Certains oui, je pense à Soumaïla qui travaille sur une entreprise qui s'appelle Kala. Kala, c'est une entreprise qui valorise le bois sec, le bois mort. Soumaïla, c'est un amoureux des arbres, profondément amoureux des arbres et de la nature. Et en fait, lui, il dit il faut qu'on arrête d'utiliser du bois vivant, du bois vert, pour se chauffer déjà, et puis pour créer tous nos meubles, etc. On peut faire ça avec du bois sec. Et en fait, on n'a pas le droit de se servir dans la nature alors qu'elle est encore vivante. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part en brousse à la recherche de bois sec,
et ils trouvent des bois, des essences hyper rares et des bois d'exception incroyables, et ils redonnent une seconde vie à ce bois-là en faisant du bois d'œuvre. Donc il va par exemple approvisionner des couteliers, des gens qui font des couteaux, tu vois, un peu d'exception, et en faisant des créations, des meubles en fait, des créations de tout type. Donc ça c'est son activité, tu vois, principale, pour montrer qu'on peut faire des choses incroyables avec du bois qui a priori n'avait aucune valeur aux yeux des gens. Et après il fait énormément de sensibilisation. Il a une pépinière où il replante beaucoup dans l'est du pays, et il sillonne voilà, toute cette région là pour apprendre aux gens que en fait les arbres qu'ils ont en face d'eux sont des êtres vivants en fait, et que tu peux vivre avec eux et tu peux accompagner leur mort après, en fait, en faisant quelque chose d'autre. Donc, tu vois, on a aussi des gens comme ça. On a aussi des gens comme ça qui se consacrent 100% à la préservation de l'environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.